Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Cela fait un peu plus de 2 mois que Bassirou Diomaye Faye a gagné l'élection présidentielle 2024. Le président de la République du Sénégal, qui a presque fait le tour des voisins de la sous-région ouest-africaine, vendredi et samedi, il était au Cap-Vert et en Guinée. Bonjour Abdoulaye Makhtar Diop. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière présidentielle, vous étiez contre son report, donc contre la volonté de Macky Sall, et vous aviez salué la décision à l'époque du Conseil constitutionnel. C'était d'ailleurs votre dernière sortie médiatique. Absolument, exact. C'est par conviction républicaine que j'avais pris cette position. Parce que j'avais senti depuis le mois de juillet 2023, quand Macky Sall avait décidé de ne plus se présenter, qu'il perdait de plus en plus le sens de l'État. C'est à partir du mois de juillet que j'ai senti qu'il perdait le sens de l'État. Il restait président de la République, mais il n'était plus chef d'État. Dans le sens de veiller au respect des institutions, à la sécurité des institutions et leur articulation harmonieuse. On ne le sentait plus. Donc quand il a décidé de reporter les élections, c'est ce que vous avez bien rappelé, ma position. Parce que pour moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, le problème ce n'était pas seulement de reporter les élections, mais le report des élections entraînait la prolongation d'un mandat. Et ça qui était anormal. Et rappelez-vous bien, quand déjà le président Macky Sall à l'époque avait dit qu'il voulait raccourcir son mandat, j'avais dit que ce n'était pas possible et le Conseil constitutionnel m'avait suivi. Donc aujourd'hui encore, plus que par le passé, je salue l'attitude du Conseil constitutionnel qui a préservé le Sénégal d'un chaos. Et l'autre élément qui vous indique un peu la perte de sens de l'État, c'est quand le président Macky Sall a dit « Si le 2, il n'y a pas de président, je m'en vais ». Pour un républicain, c'était aussi extrêmement grave. Voilà, l'ensemble des choses qui vont amener à prendre des positions de cette nature. Et comment avez-vous réagi à la victoire de Bassirou Diomaye Faye qui remporte ce scrutin avec plus de 54% des suffrages? Deux sentiments. Le premier, c'est ma conviction que le peuple sénégalais, depuis toujours, est libre à l'occasion des élections générales. La deuxième chose, c'est que le système électoral sénégalais est fiable. Mais ma plus grande surprise a été la grande défaite des 16 ou 17 autres candidats. Les gens n'ont pas eu cette lecture. La victoire massive de Bassirou est une chose, mais la défaite de 17 personnalités qu'on pensait être des ténors qui se partagent moins de 9% des voix, ça également c'est une lecture. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, ces 17 candidats réunis n'ont pas de militants. Et le résultat des élections prouve à dessein que le parrainage est opportun. Parce que si vous faites la comparaison entre la somme de leurs voix et la somme des parrains, c'est ça tient quasiment. L'autre lecture que j'ai faite, contrairement à beaucoup de gens, c'est que le président Bassirou Faye n'a pas été élu par les jeunes, mais par toutes les catégories d'âge et toutes les composantes. Parce que plus de 2 600 000 voix, il n'y a pas 500 000 électeurs jeunes dans le fichier. Et donc, on n'a pas peut-être d'instrument pour décrypter et profiler les votes, mais il y a eu un vote sanction, un vote d'adhésion, mais également un vote d'espoir pour une frange de la population. Voilà. Vous souteniez la candidature d'Amadou Ba. Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque Macky Sall s'est rapproché d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye et n'a pas soutenu correctement le candidat qu'il avait désigné, lui, Macky Sall? Vous savez, je vais vous dire pour la première fois que quand j'ai senti cette démarche de Macky Sall, j'ai tenté en vain d'appeler Amadou Ba pour lui dire de retirer sa candidature. Oui, absolument. Mais quand je ne l'ai pas eu, j'ai dit non, je ne sais pas s'il a une personnalité assez forte pour prendre une telle décision. Mais c'était ça, moi, ma position, lui dire retirez votre candidature. Si vous retirez votre candidature, l'élection va se passer sans un candidat de Benno Bokk Yakaar.
vous aurez prouvé votre courage. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et on est arrivé à cette situation. Pourquoi fondamentalement retirer sa candidature? Pourquoi? Mais parce qu'il était manifeste que celui qu'il avait librement choisi, et ça, je vais vous rappeler ma position en plénière de Ben Bokk Yakaar, et je prends tous les plénipotentiaires qui étaient présents. Quand le président Macky Sall nous a réunis au palais pour dire qu'il va choisir un candidat, j'ai pris la parole pour dire, Monsieur le Président, vous avez dit à la télévision que vous avez longuement et mûrement réfléchi avant de prendre la décision de ne pas vous présenter. Je suis sûr que concomitamment, vous avez choisi un candidat parce que c'est d'égale importance. Mais en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que je ne me prononcerai que lorsque je connaîtrai le nom du candidat que vous aurez choisi, pas avant. Donc moi, ce que je dis, il y a des témoins. Et maintenant, si par la suite, comme on le dira, comme d'autres le diront, ceux qui sont proches de lui, que c'est pour des raisons... Et encore une fois, ça me ramène à la perte de sens de l'État. Pour des considérations personnelles, vraies ou faux, liées à son intérêt, liées à la protection de ses arrières. Ce sont des gens qui l'ont dit. Et maintenant, tout ce qui se passe depuis quelques semaines, moi, je suis ahuri par ces révélations. Parce que si tout cela est fondé, mais je serais plus que choqué et déçu par ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et donc, ça peut corroborer. Son link avec Pastef, Macky Sall? Oui, mais parce qu'en vérité, moi, encore une fois, en matière d'analyse politique, même s'il faut laisser le temps au temps, avoir des éléments rigoureux, jusqu'ici, le président Macky Sall n'a pas nié le contact. Personne dans son entourage ne l'a nié. Quel intérêt avait-il, après avoir choisi Amadou Ba, à aller négocier avec Pastef? C'est ça les questions. Voulait-il avoir deux fers au feu? C'est l'autre question. Si Pastef gagne, j'aurais contribué à leur victoire. Si Amadou Ba gagne, même avec mes positions, il me devra reconnaissance parce que je l'aurais choisi. Donc c'est ça, ce sont des questions qui, avec le temps, vont trouver réponse. Parce qu'en toute logique politique, personne ne peut comprendre qu'après avoir choisi librement un candidat, ils se mettent vraiment à des choses trappes pour justement affaiblir sa candidature. Et aujourd'hui, quel est l'avenir de Benno Bokk Yakaar, cette coalition, l'ancienne coalition présidentielle à laquelle vous avez appartenu? Non, vous savez, moi, comme vous me l'avez dit quand vous m'invitez ici, vous savez, si vous faites attention, moi, depuis bientôt 2 ans, j'organisais mon retrait de la vie politique pour être à l'aise dans la vie publique. 2 domaines différents. La survie de Benno Bokk Yakaar et de l'APR dépend des performances de l'actuel régime. S'ils arrivent d'abord à faire leur équilibre, ce que j'appelle un équilibre, ils sortent de l'opposition. Pour la première fois au Sénégal, nous avons un régime dirigé par un président de la République qui n'a jamais été aux affaires. De même que son premier ministre. De tous ses ministres sauf 2, Guirassy et Mary Teuw Niane. Et Mary Teuw a un poste tout à fait différent d'un poste ministériel. La station présidentielle, c'est autre chose. Donc c'est la première fois que cela arrive au Sénégal. Et je pense que ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est l'imprégnation dans leur dossier, prendre le temps nécessaire, 5 mois, 6 mois, pour connaître d'abord le fonctionnement de l'État et dans chaque secteur, connaître en profondeur les dossiers. Et après maintenant, on se permettra de les juger à partir du 7e, 8e mois. Mais il est très tôt pour un gouvernement qui n'a pas fait encore 60 jours, d'hommes qui n'ont jamais été des fondateurs, c'est-à-dire qui ont participé à la formation des décisions touchant la vie de la nation, de les juger. Mais il faut aussi qu'ils travaillent à ce que les gens ne les jugent pas à partir de bilans qu'eux-mêmes ils présentent mensuellement. Bilan du gouvernement depuis un mois, non, ils n'ont pas le temps de faire un bilan. Il faut qu'ils aient la modestie. Je vous dis, même dans un même régime, quand il y a un remaniement ministériel, Abdoulaye Makhtar Diop quitte le ministère de la Jeunesse et des Sports pour aller vers le ministère des Finances, il prend le temps, 1 mois, 2 mois pour connaître les dossiers, connaître les hommes et les procédures.
Mais quand vous dites changement systémique, alors que vous vous appuyez sur la technostructure du système, parce que la technostructure du système sénégalais, c'est le gouvernement tel qu'il est formé, c'est l'administration telle qu'elle est organisée, c'est l'administration territoriale telle qu'elle est, c'est l'agenciation, et c'est ça la technostructure sur laquelle repose un système. Or, les gens travaillent sur ce système. La deuxième chose, qu'est-ce qui abonde, permet à un régime et à un système de survivre, c'est les moyens financiers. À ce jour, je n'ai pas entendu le président ou le premier ministre parler de réduction des salaires dans ces agences ou dans le gouvernement. Or, rappelez-vous bien, c'est le président Macky Sall qui disait au directeur d'agence, je vous ai confié telle direction pour que vous gagnez. Sinon, je vous réduis. On a gardé le système. Oui, c'est le même système. Les fonds politiques, par exemple, Ousmane Sonko avait promis une fois au pouvoir avec PASTEF que ces fonds politiques, s'ils ne sont pas réduits, seront complètement supprimés. Oui, mais vous savez, c'est un peu ça la faiblesse de toute l'opposition sénégalaise. C'est-à-dire que si vous comparez le fonctionnement d'une opposition sénégalaise qui n'a jamais été au pouvoir, elle ne s'organise jamais pour connaître les ressorts sur lesquels fonctionne un État. Je suis persuadé, par exemple, vous allez en France, vous allez en Belgique, dans n'importe quel pays organisé, un parti, il a un spécialiste des finances publiques, il a un spécialiste des trésors publics, il a un spécialiste de l'agriculture. Et quand les gens arrivent au pouvoir, même de manière inattendue, ils ont au moins des prérequis. Mais quand on parle de suppression des fonds politiques, c'est qu'on n'a qu'une perception réduite de l'utilisation des fonds politiques. Très très réduite, en pensant que les fonds politiques servent à aider les gens, et ça c'est normal. Ils s'en rendront compte. Donc les fonds politiques, il faut les garder. Il faut les garder. Maintenant, l'utilisation, le contrôle, c'est des choix à faire. En disant, bon, on contrôle l'utilisation des fonds publics, on les organise, on cible les bénéficiaires, c'est une chose. Mais dans le secteur du contre-espionnage, dans le secteur de la sécurité, même de manière plus terre à terre, dans le secteur des sarah et des nyan pour le pays, vous croyez qu'on gère un pays comme le Sénégal, do sarahé, do nyanlou, do wachelo kamil, do dem église. Avec quel argent il faut financer ça pour un chef d'État? Donc ça montre un peu les carences de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, il faut essayer de connaître. Mais il faut attendre qu'il y ait un événement, je prends la conscience, je lis un article ou deux, hein, et je lis les finances, alors qu'il y a une loi organique des finances qui vous dit comment sont organisées les finances publiques. Vous avez le décret sur la comptabilité publique qui vous dit comment la comptabilité publique est organisée. Donc quand vous arrivez, vous avez des prérequis pour travailler. Donc moi, quand les gens disent nous allons faire des appels à candidature, je souriais. Pourquoi? Parce que l'appel à candidature est contradictoire à la disposition constitutionnelle qui dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Or, si vous faites des appels à la candidature, vous réduisez, vous annulez ce pouvoir du président de la République. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'université, même quand vous faites un appel à candidature, vous ne contraignez pas le président, vous lui donnez une liste et il choisit. Donc tout ça, moi, je l'ai mis sur le compte de l'amateurisme. Non pas dans la gestion de l'État, mais de l'amateurisme dans la conduite de l'opposition. Parce que l'opposition, tous les partis politiques doivent, au-delà d'éduquer leurs militants, s'éduquer eux-mêmes. Et s'imprégner de la marche de l'État, des lois et règlements du pays. Mais dans cette volonté d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye de rationaliser les ressources publiques, on ne parle pas du ministère des Finances, ce gros ministère, le poumon de l'État, comme le caricaturent certains, où on distribue des fonds à coût de centaines de millions de francs CFA. Le ministère, ses directions, la DGID, la douane. Voilà, vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a bénéficié des fonds communs. Moi, j'ai commencé ma carrière au ministère de l'économie et des finances comme secrétaire général adjoint du ministère. La pratique est vieille. Ah, il faut, voilà. Déjà, moi, en 1975, je percevais des fonds communs. Mais ce qui s'est passé,
c'est l'augmentation du volume de ces fonds communs, mais lié également au volume de recettes douanières, fiscales, etc. Maintenant, faut-il les plafonner? Revoir la distribution, c'est ça la question. Mais les fonds communs sont nécessaires. Pourquoi? Parce que la fonction première du fonds commun, c'est de préserver ou de protéger le fonctionnaire contre la prévarication, contre la corruption. Tout à fait. Mais est-ce que ça a permis de le faire? Ce n'est pas toujours sûr. Donc, encore une fois, moi, je fais partie des défenseurs des fonds communs. C'est une nécessité absolue. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un agent... Vous voyez tout ce qui se passe avec la cocaïne. Vous croyez que toutes ces quantités de cocaïne saisies, avec la législation actuelle, ne génèrent pas de fonds communs pour la douane? Quand la douane saisit de la cocaïne, arrête les gens, la cocaïne est évaluée à 4 ou 5 milliards. Je ne sais pas si c'est 10% de la valeur ou 12% qui sont retenus comme part d'amende ou comme fonds communs. Alors si vous ne faites pas ça, le trafiquant de cocaïne, il arrive à la frontière, il va donner 100 millions aux douaniers. Donc, voyez, donc il faut qu'on explique ça aux gens. Et toujours concernant les premières semaines de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, comment, de façon globale, vous appréciez ces premières décisions sur l'administration publique, la formation du nouveau gouvernement, la nomination à des postes de directeur général, les différents profils que vous avez peut-être vus? Vous savez, moi, je fais partie des produits de la haute administration sénégalaise. Je ne juge jamais quelqu'un à sa nomination sur son CV. Moi, je les juge au résultat et on leur donne un temps pour ça. Vous avez, d'ailleurs, je vous dis, regardez le piège dans lequel la presse est tombée. On vous dit qu'il y a 25 ministres. C'est bien ce qu'on a dit. Et les secrétaires d'État ne sont pas des ministres. Pourquoi ne pas dire carrément aux gens, nous avons 30 ou 35 ministres? Est-ce qu'on peut faire croire aux Sénégalais que le ministre conseiller du président de la République est plus un ministre qu'un secrétaire d'État? À qui vous voulez faire croire ça? Dans la formation d'un gouvernement, moi, je n'ai pas de critique ou de reproche à faire. Dans la nomination des directeurs généraux et des chefs d'agence, ce sont eux qui ont prêté le flanc. Dans tous les pays du monde, on gouverne avec les gens qui font de la politique avec vous. On ne gouverne pas avec ses adversaires quand même. Moi, je crois que c'est une question de bon sens. C'est que le problème, Ousmane Sonko avait déclaré qu'il ne s'agirait pas, s'il gagne l'élection présidentielle, il ne s'agirait pas de se partager la gestion du pays. Oui, mais c'est ça que j'appelle la réalité politique d'un gouvernement différente de la réalité politique d'un opposant. Ils ne peuvent pas mener une campagne sur un projet qui, ils l'ont avoué, n'est pas écrit. C'est le Ousmane Sonko lui-même qui dit qu'il va y avoir une expertise nationale qui va rédiger le projet. Il l'a bien dit en Conseil des ministres. Et que maintenant, la traduction financière de ce projet va se retrouver dans le budget de 2025. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la réalité économique à laquelle ils sont confrontés. C'est la réalité politique, c'est la réalité sociale et c'est la réalité culturelle. Et maintenant, le pouvoir d'État vous permet de trouver, en prenant votre temps, l'équilibre à faire pour gérer ce pays. Parce que toutes les décisions ne feront jamais l'unanimité. Et vous n'en mesurez l'impact qu'au cours d'une période donnée. C'est ce qu'on appelle le délai de réponse des décisions de l'État. Quand aujourd'hui vous prenez une décision pour dire je baisse les taxes sur l'électricité, vous ne pouvez en mesurer la conséquence que dans 6 mois pour voir tous les secteurs concernés. Donc, dire que si nous gagnons, mais ce n'est pas une question de partager le pouvoir. On gouverne avec des gens en qui on a confiance. Parce que vous avez deux notions qui créent la confusion dans l'esprit des agents de l'État. C'est la notion de loyauté et la notion de fidélité. Aucun fonctionnaire n'est tenu à la fidélité. Mais ils sont tenus à la loyauté, ce sont les textes qui l'organisent. Voilà la question. Donc ce sont eux qui sont pris dans le tapis. Il faut rectifier le tir, parler clairement aux Sénégalais. Voilà ce qui s'est passé. Quand nous étions dans l'opposition, voilà ce que nous disions. Parce que pour telle et telle raison, nous n'avions pas mesuré les conséquences de ce qu'on disait. Mais ce n'est pas facile à dire. Ouais. Vous avez été ministre de la Jeunesse
et des sports. Lorsqu'Abdoulaye Wade est devenu président de la République, il les avait dissociés. Macky Sall avait continué sur cette lancée. Diomaye regroupe à nouveau les sports et la jeunesse et ajoute même la culture. Rationnelle ou inefficace? Voilà, d'abord, encore une fois, c'est là où on crée des confusions dans l'esprit des gens qui n'ont pas une connaissance de l'État. Quand on vous dit que pour rationaliser les dépenses, on regroupe les ministères, on se trompe. Quand vous prenez 3 ministères, vous les mettez ensemble, vous ne supprimez que 2 directeurs de cabinet, 2 chefs de cabinet et un conseil technique du ministre. Toute l'administration reste, les charges ne bougent pas. C'est parce que vous regroupez le ministère de l'énergie, le ministère des mines, le ministère du pétrole, que vous avez économisé quoi que ce soit. Tout ce que vous économisez, si le directeur de cabinet est un fonctionnaire de l'État, vous économisez juste les indemnités que vous payez. Donc, ça vraiment, ce n'est pas une manière d'économiser. La deuxième chose, vous créez une charge de travail qui à terme va prouver que le ministre ne peut pas seul conduire 3... Prenez le département des mines. Rien que la charge de ce département nécessite vraiment des compétences, des sacrifices de tout temps. Deuxièmement, vous êtes dans 3 domaines différents. Vous avez 3 réunions internationales concernant ces 3 ministères. À Genève, vous avez la réunion des mines. En Inde, vous avez la réunion sur le pétrole. Au Ghana, vous avez la réunion sur l'autre. Qu'est-ce que le ministre va faire? Il va déléguer Il ne pourra pas assister à toutes ces conférences. Donc il faut revenir à la réalité, la complexité du monde actuellement, la complexité de la gestion des États doit amener le président Faye et son premier ministre à oublier leur déclaration de campagne et à s'adapter à la réalité du monde. Et sur le sport, la culture, la jeunesse... C'est pareil. L'actuel ministre ne peut pas... Moi, je vous dis encore une fois, je ne juge pas le ministre ou la ministre. J'ai dit que la charge de travail est trop grande pour un... Parce que quand on a mis le ministère de la culture dans la jeunesse, vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on parle de culture, le premier réflexe des gens, on pense aux amusements. Les loisirs? On pense aux loisirs, à la danse. Or, la culture, c'est les écrivains, c'est les cinéastes, c'est les télévisions. C'est énorme, mais c'est plus costaud que le problème de jeunesse. Et on s'en rend compte. Même si le ministre ou la ministre en charge de quelque chose ne le dit pas, dans son fort intérieur. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour être un très bon ministre, il faut d'abord être capable de lire tout son courrier à l'arrivée. De lire tous les rapports qu'on vous présente et de les comprendre à l'arrivée. Maintenant, de lire tout le courrier au départ, tous les rapports, de préparer le conseil ministre, le conseil interministre et toutes les réunions. Mais si vous n'avez jamais fait ça, vous ne pourrez jamais être... Et je donne une anecdote pour vous dire. Un jour, en conseil des ministres, Abdou Diouf avait dit à feu Alassane Diallo Ndiaye, mais monsieur le ministre, là, vous m'avez envoyé tel dossier, il y a 2 mois, mais je crois qu'il faut qu'on revoie tel et tel. Feu Alassane lui dit, non, monsieur le président, je crois qu'il y a une erreur, je ne vous ai pas envoyé un tel dossier. Diouf, vous savez, il avait une mémoire d'éléphant, que vous sachiez ou pas. Bon, il a dit, bon, écoutez, vous pensez vraiment, Alassane dit oui, il dit à Babacar Carlos Mbaye, qui était à l'époque secrétaire général de la présidence. Il dit, allez voir Aloïse Mbeng, qui était l'assistant du président de la République, dites-lui que dans mon bureau, sur telle table, il y a tel dossier. Babacar revient avec le dossier qui portait la signature d'Alassane Diallo. La conclusion, le président dit 2 choses. Vous n'avez pas lu le dossier, ou vous avez signé sans comprendre ce que vous avez signé. Pour vous dire la complexité, pour être un bon ministre, pour être un bon premier ministre, il faut s'imprégner de dossiers. Donc, moi, j'estime qu'il y a là, encore une fois, un travail d'immersion à faire dans les dossiers de l'État et vraiment s'éloigner des positions qu'on avait dans l'opposition et réorganiser ce gouvernement dans 4 ou 5 mois. Et on attend toujours le décret de répartition des services plusieurs semaines après la formation du nouveau gouvernement. Moi, et là également, bon, je ne sais pas si là, ici la comparaison est une bonne chose, mais vous savez que avant tout remaniement, le président Diouf avait déjà l'esquisse
de la répartition des services de l'État. Avant. C'est pourquoi, si vous faites attention, 48 heures ou 112 heures après la formation du gouvernement, le décret sortait. Mais moi, je ne suis pas surpris et je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous bien que le Premier ministre a dit avoir demandé, le Premier ministre Ousmane Sonko, a dit avoir demandé à chaque ministre de lui présenter l'organigramme de son ministère. Il ne l'a pas dit. Alors, si vous attendez l'organigramme des ministères, vous allez prendre beaucoup de retard pour faire le décret de répartition des services. Or, ce sont les ministères qui doivent s'adapter au choix du président de la République de répartir les services entre l'État. Donc, moi, je ne suis pas surpris si je prends en charge la déclaration du Premier ministre. Mais normalement, avant le remaniement ministériel, quand le président dit « je crée un ministère du tourisme », je crée un ministère de la déforestation, je crée un ministère... Déjà, le BOM, Bureau d'organisation et de méthode, l'inspection générale de l'État sont en train d'esquisser à grands traits le décret de répartition des services de l'État. Moi, je suis persuadé que je crois savoir que c'est ça qui doit retarder. Mais ça ne se comprend pas. Surtout que, dans les nominations, on fait référence au décret de répartition des services de l'État, semble-t-il. Abdoulaye Makhtar Diop, l'invité du grand jury ce dimanche, ancien ministre, vous le... Ancien ministre d'État. Ancien ministre d'État aussi, hein. Vous qui êtes diplômé de ce qu'on a appelé l'ENAM à l'époque, l'École nationale d'administration et de magistrature, devenue ENA tout court. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, sur la diplomatie en tout cas, il est dit que c'est un domaine réservé du président de la République. Certains reprochent à Ousmane Sonko, chef de gouvernement, de prendre trop de place et trop de prérogatives en recevant les ambassadeurs accrédités à Dakar, et en projetant de faire une tournée dans les pays voisins du Sénégal et qui sont dirigés par des putschistes. Il dit le faire ça à son titre de chef de PASTEF, mais il est impossible de dissocier la personne de Sonko de ses fonctions de chef de gouvernement. Mais évidemment, ce dédoublement fonctionnel-là est là. Il y a un dédoublement fonctionnel incontestable. Premier ministre et chef de parti, c'est un dédoublement. Vous ne pouvez rien du tout. Donc vous ne pouvez jamais dire que je parle en tant que chef de parti sans que ça ne soit marqué du sceau du Premier ministre. Ça, il faut vraiment qu'on l'accepte. La deuxième chose, moi je crois qu'avec le temps, ce que l'on considère comme une incursion dans le domaine du président de la République va se résorber. Je le crois. Est-ce que c'est encore une question, est-ce que ce décret de répartition des services de l'État ne sort pas parce que ce que nous considérons comme le domaine de réservé du président ne peut pas être cédé en partie au Premier ministre? Qui sait? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. C'est pourquoi il laisse le temps. C'est le temps qui va nous permettre de résorber. Vous vous rappelez en France, quand il n'y a jamais eu de cohabitation, on a toujours pensé que la cohabitation venait s'insérer dans l'ordre normal de fonctionnement d'un État. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Les socialistes avaient nationalisé les sociétés. Quand Jacques Chirac a été Premier ministre, la droite a voulu revenir sur les nationalisations, si vous vous rappelez, en privatisant. C'est la philosophie du RPR à l'époque, de revenir... Ils ont voté la loi avec la montée à l'Assemblée. Le président Mitterrand a refusé de promulguer la loi. Ils sont allés devant le Conseil qui lui a donné raison. Le président n'est pas tenu de promulguer une loi. Donc c'est le temps qui va nous édifier. Est-ce que ce qu'on appelle le domaine réservé a été cédé au Premier ministre? On verra. Mais dans la tradition que nous avons connue jusqu'ici, c'est que c'est le président de la République qui impulse la diplomatie. Maintenant, et c'est là où les analystes politiques doivent faire très attention aux diplomates. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler à préparer un conflit ultérieur entre le Premier ministre et le président de la République? Parce que les ambassadeurs savent mieux que quiconque qui est le responsable de la diplomatie. Si l'ambassadeur des États-Unis va voir le Premier ministre, l'ambassadeur du Maroc va voir le Premier ministre, l'ambassadeur va voir le Premier ministre, quelles sont les intentions qu'ils ont derrière la tête? Est-ce qu'ils ont averti le président avant d'aller voir le Premier ministre? Est-ce qu'ils ont reçu l'autorisation du président pour y aller? Quelles sont leurs intentions? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre a pris des positions qui ne vont pas à ce jour dans le sens de bonnes relations entre la France et le Sénégal. Et vous croyez que les gens là,
ils vont les laisser faire tranquillement, le doigt dans le nez, fumant la pipe, et leur laisser le champ tranquille. C'est ça les questions que les gens doivent se poser. Oui, Ousmane Sonko qui décide, qui annonce qu'il va soutenir Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle française. C'est inédit qu'un parti au pouvoir au Sénégal soutienne un candidat à une présidentielle française. Ça ne mènera à rien parce que Jean-Luc Mélenchon ne représente rien en France. Moi, j'ai été membre de l'Internationale socialiste. J'ai fréquenté Fabius, Emmanueli, Pierre Mauroy. Ce Mélenchon ne représente rien à l'époque. C'est un transfuge de communistes à l'échelle des socialistes, aujourd'hui France insoumise. Il ne représente même pas 7% des voix pour les prochaines élections européennes. Mais la prise de position de Pastef... Mais non, j'en arrive à ça. C'est pourquoi je dis, mais quand on gère un État comme le Sénégal, il faut avoir une capacité d'analyse pour voir à quoi servent les positions que l'on prend. Vous n'avez pas soutenu un perdant. Avoir en face de vous un prochain président qui va garder des relations avec le Sénégal, mais qui va mettre les bâtons dans toutes les instances internationales où la France a une voix. Quel intérêt a-t-il à dire 2 ans avant les élections présidentielles qui vont soutenir Mélenchon? Quel intérêt on a? Si c'est lui qui l'a dit. Aucun intérêt. Mais Mélenchon ne représente aucune chance de gagner les élections en France. Parce que Ousmane Sonko en veut à Emmanuel Macron, qui, dit-il, n'a rien fait lorsque le régime Macky Sall le persécutait. Vous savez, Abdou Diouf m'a dit un jour, et ça m'avait surpris. On parlait un peu c'était une période de tension et tout. Et les gens ça me disent, oui, il faut réagir. Il m'a dit, c'est Abdou Diouf qui m'a dit. Mais Abdoulaye Matar, rappelle-toi le Fatkou Mak. C'est Diouf qui m'a dit, ça m'avait surpris. Il me dit, rappelle-toi quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque en vainqueur, il a pardonné tout le monde. C'est des leçons que les hommes d'État doivent tenir. Il ne faut être ni revanchard, ni rancunier. On ne gère pas un État avec le cœur. On gère un État avec la tête. Donc il faut qu'il fasse très attention. Et c'est des conseils que les gens qui sont autour de lui, si tant est qu'ils peuvent, ils ont son oreille. Vous ne pouvez pas avoir un dialogue parmi les responsables, les charges de Pastef, les Habibsi qui ont été dans des cabinets ministériels, si encore ils osent parler au Premier ministre et ne pas lui donner des conseils. Il faut faire très attention. Quel intérêt le Premier ministre a-t-il aujourd'hui à dire que je vais soutenir Mélenchon dans des élections qui vont se passer dans 2 ans et demi, en sachant qu'il ne gagnera rien du tout? Et sur Macron, paradoxal quand même que Ousmane Sonko lui en veuille d'avoir pas dit à Macky Sall d'arrêter de le persécuter. Sonko, le souverainiste, qui en veut au président français de n'être pas intervenu dans une affaire de politique intérieure du Sénégal. Voilà, c'est là où vous touchez du doigt le problème. On ne peut pas demander à des gens de ne pas se mêler à notre politique et chaque fois qu'il y a grabuge, les appeler au secours. C'est ça le problème. Souverainisme. Le souverainisme, quel sens le souverainisme a-t-il au Sénégal et en Afrique? Quand on parle de CEDEAO, quand on parle du MOA, quand on parle de l'Union africaine, le souverainisme en Europe, c'est un mouvement qui veut s'éloigner de l'européocentrisme. Les souverainistes en Europe ne veulent pas de l'Union européenne. Ils ne veulent pas de la politique agricole commune de l'Europe. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être souverainiste au Sénégal, vouloir l'Union africaine, la politique de bon voisinage, l'UMOA, l'Union africaine. Donc, entre le discours et la réalité, il faut vraiment choisir et le choix s'impose. Il faut être réaliste. Et oublier cette affaire de Macron qui n'est pas intervenue, mais la réponse de Macron est venue. Macron a dit que pendant que ce temps, moi j'ai parlé, en tout cas j'ai lu Le Monde, le journal Le Monde qui dit, au niveau de l'Élysée, ils disent bien avoir parlé avec Macky Sall, avoir parlé à des proches de Ousmane Sonko pendant toute cette période, ce que les Sénégalais ignoraient. En tout cas, beaucoup de Sénégalais ignoraient. L'un dans l'autre, c'est qu'il faut que le Premier ministre, le Président de la République, en matière de relations internationales, évite des questions qui créent des contentieux qui ne nous apportent rien. Il faut oublier le passé. Mélenchon est en tout cas rentré en France, mais sa visite au Sénégal a laissé des traces. Des victimes, 2 personnes envoyées en prison par exemple cette semaine, entre autres pour offense contre une personne exerçant toute une partie des prérogatives du président de la République, en l'occurrence ici le Premier ministre Ousmane Sonko, qui l'accuse de promouvoir l'homosexualité. Comment réagissez-vous à
à cette actualité sur ce voyage de Mélenchon à Dakar et ses prolongements politiques et judiciaires? D'abord, le premier prolongement de son voyage au Sénégal, c'est sa déclaration mensongère à Paris, la déclaration de Mélenchon. Qu'est-ce qu'il a dit à ses militants? Je vous apporte le message du peuple sénégalais. À quel peuple sénégalais Mélenchon a parlé? Vous voyez la personnalité de l'individu. Il a dit en France, je vous apporte le message du peuple sénégalais. Mais c'est grave, première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez évoqué un article du Code pénal, vous dites quelqu'un qui exerce tout ou partie des prérogatives du président. Mais si quelqu'un exerce toutes les prérogatives du président, il n'y a plus de président de la République. Comment quelqu'un peut exercer toutes les prérogatives d'un président de la République qui est en place? Alors. Mais la loi sénégalaise. Oui, non, attendez, Babacar, j'arrive à. Cette interprétation extensive sort probablement du cadre pour lequel ce texte a été écrit. Moi, je suis persuadé que ce texte, je n'ai pas la date d'introduction, la modification dans le code pénal. C'était soit du temps de Collin ou du temps de Ousmane Tanor Dieng. Ce n'était pas destiné au Premier ministre, c'était destiné à l'entourage du président de la République. Parce que rappelez-vous au moment, Jean Collin avait des pouvoirs tels qu'il était la cible de toute l'opinion. Il faut aller vérifier. Et Ousmane Tanor Dieng, plus que attention. Ministre des Affaires présidentielles. Mais il faut regarder le décret même qui organisait les pouvoirs d'Ousmane Tanor. Je vous donne un seul exemple de mémoire. Il est clairement dit dans le décret organisant les fonctions de Ousmane Tanor qu'aucune correspondance adressée au président de la République, toutes les correspondances adressées au président doivent passer par Ousmane Tanor. Et en retour, toutes les correspondances du président de la République adressées au ministre passent par Ousmane Tanor. C'est écrit noir sur blanc. Autre chose. Au dernier remaniement ministériel de 1998, c'était la première fois qu'on voyait écrit que le ministre d'État chargé des services et affaires présidentielles assure l'intérim du Premier ministre. Allez regarder ce que je vous dis. Parce que les gens veulent faire de la politique et ne se donnent pas la peine de se cultiver. Moi, je suis persuadé que si on fait des recherches, cette disposition a été introduite certainement en ce moment-là. Mais ce n'est pas pour protéger le Premier ministre. Mais par contre, moi, je suis contre la suppression de l'article 80 portant offense au chef de l'État. Ce que l'on doit apprendre aux Sénégalais, c'est de ne pas offenser les personnalités et de ne pas injurier les citoyens. C'est comme si vous disiez supprimons l'injure publique dans le code pénal. Il est plus facile de dire Babacar Fall, critiquez-le, parce que la critique n'a rien à voir avec l'offense. Vous pouvez critiquer, bon, mais écoutez, Yomaï, vous êtes sur la mauvaise voie, mais monsieur le président, vous ne comprenez rien à ce que. Mais l'offense au chef de l'État, il faut garder cet article et demander aux Sénégalais d'arrêter d'offenser les gens, d'arrêter d'insulter les gens, d'arrêter d'injurier les gens. Vous ne pouvez pas dire enlevons le délit d'injure. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui injurient maintenant qu'il faut qu'on enlève ça. L'autre aspect sur l'affaire de Mélenchon, cette affaire d'homosexualité. Vous savez, vraiment c'est un débat. Moi, vous savez ce qui me choque le plus, en fait ce qui m'étonne le plus, c'est le silence de Mamadou Lamine Diallo, député, qui était le champion de la criminalisation, qui a attaqué Macky dans tous les sens sur l'affaire de l'homosexualité. Qui fait partie des députés qui ont porté la proposition de loi. Est-ce que vous l'avez entendu depuis que Mélenchon est venu, depuis que le premier ministre Ousmane Sonko, il n'a pas parlé. Or, l'homosexualité et les pratiques contre nature sont condamnées par la loi au Sénégal. Donc on mesure l'acceptation, la tolérance ou l'interdiction d'une pratique quelconque par la législation. C'est ça la différence entre l'ordre moral et l'ordre législatif. Parce que l'ordre moral peut accepter ou condamner des choses que la loi n'accepte pas, ne condamne pas. Donc quand on veut mesurer le degré dans un pays de tolérance, d'interdiction d'un fait social, c'est à partir de la loi, c'est pas à partir de ses sentiments personnels. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon a été acclamé par les étudiants sénégalais lorsqu'il a revendiqué avoir été le chantre du mariage homosexuel en France. Il faut rappeler que c'était lors donc d'une conférence publique tenue sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, lui et Ousmane Sonko, les mêmes étudiants qui ont aussi ce jour-là hué le recteur de l'UCAD
C'est Ousmane Sonko et Pastef, faut-il le rappeler, qui ont invité l'opposant français au Sénégal. Donc, Sonko a agi au nom de son parti et donc pas avec son manteau de Premier ministre, tenait-il à préciser. Mais on a entendu cette semaine le porte-parole du rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Mbaye Thiam, dire que l'amphithéâtre a été alloué parce que les organisateurs, Pastef et Sonko, ont fait la demande au nom de l'État sénégalais. Vous savez, il faut comprendre. Vous avez été étudiant. Moi, je suis persuadé que ces jeunes ont été conditionnés par l'image de Mélenchon et pas par son propos. Vous savez, les gens ont travaillé à vraiment déifier des gens qui ne représentent rien. Mélenchon, Macron. Finalement, c'est l'homme qu'on n'applaudit pas, son discours, ils ne l'ont même pas écouté. Il a du bagou, il a une grande gueule quand il parle, mais si vous ne faites pas attention, il vous emporte dans ces élucubrations-là. Vous vous rappelez quand en France, il y a une délégation judiciaire qui devait faire la perquisition dans son siège, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis son essence, il a dit « Je suis la France ». Parce que c'est l'homme qu'on applaudit, ce n'est pas son discours. Moi, c'est comme ça que je le prends. La deuxième chose, ceux qui condamnent les étudiants pour avoir hué le recteur. Mais ce n'est pas la première fois que les étudiants huent des professeurs ou envahissent les facultés. Ils n'ont jamais rien dit. Donc ça, ce sont des faits que moi j'estime dérisoires, qu'il ne faut pas aggraver, leur donner une portée outre mesure. Je le dis en toute franchise. Par contre, la déclaration du porte-parole du recteur, on aurait dû s'en passer. Parce que dire qu'on a demandé l'amphithéâtre au nom de l'État du Sénégal, mais ça, ça mieux valait se taire. La justice maintenant, il nous reste quelques minutes, la justice et les rapports des corps de contrôle, que vous avez sans doute lu, en tout cas des extraits. Oui. Bon, d'abord, moi, j'estime que les corps particulièrement la Cour des comptes, doit réajuster son lexique de contrôle, être très précis sur les fautes commises. Moi, les extraits que j'ai vus, moi, je vous rappelle, j'ai été de 1975 à 1978, ça ne me rajeunit pas, Dieu merci, le correspondant de l'inspection générale de l'État au ministère de l'économie et des finances. J'étais contrôleur de l'État de la Sonaga. Le lexique utilisé par la Cour des comptes n'éclaire pas les Sénégalais instruits sur la nature des fautes. Il faut dire si le monsieur a détourné ou n'a pas détourné. Mais quand vous parlez de faute de gestion, or la faute de gestion est l'antichambre du détournement. Une faute de gestion, sur 10 cas, les 9 mènent au détournement. Le 9e cas peut être quelqu'un qui se trompe sur la manipulation, les procédures, qui se trompe sur l'affectation d'une dépense ou une autre. Mais quand vous lisez les extraits, il est très difficile de dire que la Cour des comptes a accusé tel de détournement. Ça, il faut le dire honnêtement. Il faut avoir cette lecture. Donc, il faut, moi je m'adresse à M. Faye, le président, et à ses contrôleurs, d'être plus clair et de ne pas laisser aux juges le soin d'aller voir ce qui s'est passé, à cause ce sont eux qui ont fait le premier contrôle. Mais j'estime que déjà, même s'il s'agit de faute de gestion, moi j'ai été ahuri et choqué par le comportement de fonctionnaires dans certains cas, de comportement de certains élus dans certains cas. Sur les 1000 milliards de francs CFA de lutte contre le Covid, c'est quand même... Mais moi j'étais choqué. Mais je vous dis très honnêtement, nous à l'École nationale d'administration, je l'ai dit et répété, il y a un de nos encadreurs qui disait, écoutez, il faut faire très attention quand vous sortirez de cette école, quand vous aurez des responsabilités. Dites-vous tous les jours que le matin, quand vous embauchez, un inspecteur du travail peut être à votre porte. L'après-midi, quand vous embauchez, un inspecteur général d'État peut être là. Donc, vous êtes toujours sur votre garde. Mais maintenant, quand vous voyez des gens sur 2 ans, 3 ans, avoir des comportements comme ça avec les finances publiques, vous êtes choqués. Mais ça, c'est absolument anormal. Moi, je découvre tout ça avec beaucoup de dépit. Ouais. Mais la justice, on va la surveiller quand même. Hein. On a entendu Waly Diouf Bodian, haut responsable de PASTEF et nouveau directeur général du port de Dakar. On l'a entendu demander à ce qu'on ne laisse pas des opposants milliardaires circuler librement. Il demande de façon peut-être voilée
à ce que la justice soit instrumentalisée contre l'opposition, ce que Pastef a toujours dénoncé avant son accession au pouvoir. Ce que Bognan doit dire, c'est que qu'on soit opposant milliardaire, qu'on vous poursuive, mais il y a des gens qui sont milliardaires, bénéficiaires de détournement de l'État et qui ne sont pas de l'opposition et qui ne font pas de la politique. Il ne faut pas faire de la discrimination. Il ne faut pas faire de la discrimination. C'est ça la vérité. Il y a des gens ici dans ce pays, et vous avez vu toutes les dénonciations, vous avez vu la chaîne, de fraude. Qu'il s'agisse des terres, qu'il s'agisse des services, qu'il s'agisse de la surfacturation. Hein? C'est normal que leur adversaire visible, c'est l'opposition. Mais l'adversaire invisible du régime de Macky Sall, pendant que Pastef est le truc, l'adversaire invisible, c'est ce qui finançait le Pastef, n'est-ce pas? Qui sont-ils? Voilà, je ne les connais pas moi, mais tout le monde sait. C'était pour... Exactement ce que je dis. Il y a des milliardaires qui ne sont pas des opposants, mais on doit se poser la question sur l'origine de leur fortune. Et des milliardaires peut-être qui vont se rapprocher du nouveau régime. Mais évidemment. Mais c'est certain. Parce qu'on vous dit, on parle de transhumance des politiciens, transhumance des syndicalistes. Mais la transhumance des hommes d'affaires, de certains hommes d'affaires, mais elle est visible. Et mieux que ça, c'est avant les élections d'ailleurs qu'il mise sur tous les chevaux. Il finance Macky Sall, il finance Pastef, il finance Idrissa Seck en disant au moins, bon là je mets 100 millions, ici je mets 50 millions, 10 millions, s'il gagne je ne perds pas. Bon, exact. Abdoulaye Makhtar Diop, vous êtes grand serigne de Dakar, il nous reste 1 minute. Vous êtes grand serigne de Dakar, titre suprême dans la communauté Lébou. Le débat sur la gestion du foncier, quelle est votre position et les décisions de Diomaye Faye et Sonko, les dernières Bon, rapidement. D'abord, il faut que l'on s'entende avec les autorités et tout le pays. Le Sénégal compte 700 km de côte, ou plus. Donc il y a 700 km de domaine maritime. Le domaine maritime, ce n'est pas le bec de Dakar. Ce que j'appelle le bec de Dakar, c'est la partie rocheuse. Entre le Cap Manuel et Ouakam. Saly, Portugal. Yoff n'est pas dans le domaine maritime. Le domaine public maritime n'existe pas à Dakar. Toutes les constructions, si on a une bonne définition de domaine public maritime, sont sur le domaine public maritime. Ça veut dire les 50 pas du Seigneur. C'est ça la définition donnée par Colbert en 1681, ministre de Louis XIV. C'est la ligne, la distance qui sépare la ligne de plus haute vague jusqu'à 100 mètres à l'intérieur du continent. 110. 110 même. Mais donc, prenez le palais du gouverneur. Prenez toute la corniche, la résidence du gouverneur, la banque centrale, le responsable de l'Union européenne, les cliniques des Nars là, qu'Abdoulaye Wade a donné. Allez là-bas, ils ont construit des tours de 15 étages. Hein? C'est nous, Bargny. Ça n'existe pas. Mais par contre, ce qu'il faut régler, c'est le problème. Parce que c'est la loi. Est-ce que c'est la loi? Il faut revenir sur les lois. Parce que c'est Abdoulaye Wade en 2008 qui a fait voter une loi permettant de transformer les baux en titres fonciers. Parce que jusqu'à cette date, vous pouvez avoir un bail n'importe où sur le territoire national, vous n'aurez pas de titre foncier. C'est Wade qui l'a fait. C'est Macky Sall qui a amélioré la loi. Ou en tout cas, il a apporté d'autres dispositions. Ça, c'est le littoral. Maintenant, parlons du continent. L'intérieur du pays. L'intérieur du pays. Tout le Sénégal apparaît. Il faut qu'on le dise aux Sénégalais. Faut que tu aies un titre foncier état comme moi. Tambacounda, Velingara, Casamance. Il faut qu'on le sache. C'est pour ces raisons qu'on peut affecter des terrains à des gens. Parce que quand le président de la République dit que j'ai reçu mon terrain du syndicat des impôts, mais le syndicat des impôts, c'est sur des terrains du domaine national certainement, qu'on a désaffecté, qu'on aura affecté, qu'ils ont fait ça. Allez demander aux jeunes ce que ça veut dire la notion de mutation directe. Ils l'ont inventé pour sauter l'étape et permettre à Babacar tout de suite d'avoir un terrain dès qu'on le déclasse. Donc je crois qu'il faut régler le problème du foncier au Sénégal d'une main. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un Sénégalais ait 15 hectares, 10 hectares, 3 hectares. Pourquoi faire? Merci Abdoulaye Makhtar Diop, grand serigne de Dakar, ancien député, ancien ministre. Merci à Abdoulaye Régie. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. Merci beaucoup.